La méditation, c'est l'état naturel. C'est pas un truc fabriqué, c'est l'état naturel. C'est comme ça qu'on devrait vivre, en équilibre, heureux. C'est d'éveiller ce que vous êtes par nature, d'éveiller vos potentiels, d'éveiller vos richesses, d'éveiller vos ressources. Mais elles sont voilées par vos émotions qui viennent trahir votre sérénité et votre bonheur, qui viennent voiler votre esprit et qui vous empêchent d'être simplement vous-même. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager toutes ces connaissances. Alors, la plupart, vous ne connaissez sans doute pas, mais ça fait 35 ans que je transmets ces connaissances et c'est toujours le même bonheur, la même joie, le même plaisir. Juste pour la petite information, j'ai créé un cabinet en 1987, donc oui, ça commence à dater. Et pendant 20 ans, j'étais en cabinet. Et cette formation dont on va vous parler d'ailleurs, puisque on vous parle de ces fameuses 31 clés, 31 leçons pour intégrer la méditation, j'ai proposé sur Internet en 2007 et c'est simplement magnifique de voir, on continue à avoir des retours constants, c'est superbe. Alors je vais laisser le temps pour Nathalie de se présenter. Bonsoir, donc je suis Nathalie Tschimber-Lallemand. Je fais partie de l'équipe de ressources actualisation, donc l'équipe de Bruno, avec Loïc qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas, mais qui est avec nous ce soir et qui va gérer le chat. Et puis Fabienne aussi, qui répond au téléphone et puis qui traite vos commandes et qui répond aux emails. Donc je suis coach de vie certifiée. Et à ce titre, j'ai le plaisir effectivement de répondre aussi coach de vie certifié, mais également rompu à la méthode de ressources actualisation, la méthode de Bruno. Ce qui fait que je peux moi aussi de mon côté répondre à certains emails qui sont envoyés pour le suivi des enseignements de Bruno. Je suis également référente cuisine sur les stages de Bruno, référente cuisine altruiste, voilà, sur la partie gourmande. Je te laisse, voilà. Donc je vous souhaite une très belle conférence sur le thème de la méditation avec Bruno. Et puis à plus tard. Moi je serai là en fait. Alors j'ai oublié de vous dire également que je suis là non pas pour participer avec Bruno à la webconf, mais tout simplement je serai là pour sélectionner vos questions et lire vos questions à Bruno qui pourra y répondre directement à la dernière partie de cette webconférence. Oui, parce que je ne vois pas vos questions dans le chat, j'ai pas accès, et puis c'est très compliqué de donner une conférence, de regarder en même temps le chat, de voir les questions qui passent, parce que ça passe tellement vite que j'ai pas le temps de les voir, donc c'est un petit peu compliqué. Donc Nathalie m'assiste, elle vous a dit effectivement les référentes cuisine, et nous sommes aussi une association humanitaire qui s'appelle Planète Altruiste, mais qui est en train de changer de nom. Ça va bientôt s'appeler Bienveillance et Nature. On essaie d'œuvrer pour la planète. On soutient d'autres associations aussi. Enfin, si vous voulez découvrir l'association, pour l'instant, vous tapez Planète Altruiste dans les moteurs de recherche, vous trouverez. Et dans normalement un mois ou deux, je pense qu'on sera passé au nouveau statut. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que toute l'activité, c'est-à-dire les stages que nous donnons, qui sont payants, les cours aussi, tout cet argent permet de soutenir nos activités, les activités de Planète Altruiste et de bienveillance et nature. Il faut que je commence à me familiariser avec ce nouveau nom, ce nouveau vocable pour cette association. Donc voilà. À savoir qu'effectivement, 60% de nos activités sont offertes, sont gratuites. Sont gratuites, tout à fait. 60%, donc le reste, effectivement, ce sont les cours et les stages. Mais ça, on va vous en parler après. Alors maintenant, on va parler de méditation, puisque vous êtes là, c'est le sujet qui vous intéresse ce soir. Et je pensais à vous tout à l'heure, parce que j'aime prendre du temps avant une conférence, prendre le temps de la méditation, de me mettre avec vous, qui venez chercher des réponses par rapport à ça. Alors, je pratique la méditation depuis 50 ans. Et comment dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours ce plaisir, ce bonheur de le partager, parce que ça fait
ça apporte tellement, c'est un vrai bonheur, je vois, depuis que je transmets, ça fait 35 ans que je transmets. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, en 1987, d'abord en cabinet pendant 20 ans. J'ai été consultant à France 3, je suis intervenu dans de nombreux centres hospitaliers, j'ai eu plusieurs contrats avec des centres hospitaliers de la région Alsace, et puis dans de nombreuses entreprises aussi, et puis avec un très très large public. Et comme je vous l'ai dit, en 2007, j'ai proposé cette démarche sur Internet. Et c'est toujours le même bonheur parce qu'on voit les retours. Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il faut retenir dans la méditation, parce que je vois tellement, malheureusement, tellement d'auteurs qui ont l'air tellement sérieux quand ils transmettent. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que ça va compléter ma réponse, j'ai eu la joie de fréquenter de nombreux sages. Tout au long de mon existence, des sages indiens, des sages tibétains, occidentaux aussi, des gens extraordinaires. J'ai eu le bonheur de fréquenter un grand maître du nom de Shimen Rinpoche, qui faisait partie de la communauté bouddhiste tibétaine de l'école Nyingmapa, qui a été pour moi une source immense d'inspiration, parce que c'est quelqu'un qui incarnait tellement ce qu'il transmettait, on l'appelait même la force immobile. C'est quelqu'un qui était de tranquillité extraordinaire, qui était très taquin, qui avait beaucoup d'humour aussi. Et c'est à ça que je voulais en venir. La méditation, ça doit mettre de la joie dans votre vie. Ça ne doit pas vous rendre solennel, ça doit amener de la joie, parce que je vois tellement d'auteurs qui parlent de méditation et qui ont tellement sérieux, tellement tristes, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et parce que le sens même de la vie, c'est d'être heureux, c'est d'apporter du bonheur. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour être heureux au milieu de ce tumulte, au milieu de tout ce bazar? Il y a des guerres, il y a les guerres en Ukraine, on vient de voir ce qui va se passer en Israël, c'est vrai que c'est catastrophique, la Covid qui est venue plomber, puis les agressions qu'on voit partout, c'est terrible. Mais je pense que notre société souffre aujourd'hui, souffre terriblement. Toutes nos sociétés souffrent d'une perte de repères. C'est-à-dire qu'on a suivi finalement la voie de l'ego. C'est-à-dire la voie de l'ego, c'est moi, moi, moi. La personne la plus importante, c'est moi. Et on s'est perdu là-dedans. C'est-à-dire qu'on a perdu nos valeurs, on a perdu le sens de l'altruisme, de la bienveillance, du respect envers soi-même, du respect envers les autres. Alors souvent, c'est vrai que c'est le jeu facile de dire oui, mais les autres me respectent pas, etc. Et c'est vrai qu'on a plutôt cette tendance à dire c'est de la faute aux autres. Et c'est ça le problème. Mais ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, parce que cette logique a un gros défaut, c'est que ça veut dire que je suis dépendant des conditions extérieures. Et je vais devoir attendre que le monde s'améliore pour moi aller mieux. Sauf que tout le monde dit la même chose, donc c'est pas prêt de s'améliorer. C'est souvent, j'anime des méditations, les méditations collectives le dimanche matin. Je dis aux gens, on est dans une culture, dans une société où les gens se plaignent parce qu'il n'y a pas d'amour. Bah oui, forcément, il n'y a pas d'amour parce que personne n'en met. Donc ça n'arrivera jamais. C'est comme votre jardin. Si vous voulez qu'il pousse et qu'il vous donne des fruits, bah, il faut s'en occuper, il faut lui donner quelque chose. Il faut lui donner de l'attention, il faut lui donner de la terre, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner, et puis évidemment de l'attention, de l'amour, c'est encore mieux, parce qu'il paraît que ça aide les plantes à bien pousser. Et donc si on ne comprend pas ça, eh bien, on risque d'être une victime toute sa vie. On va être victime des autres, victime de soi-même aussi. Il y avait d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus. Et c'est important, la méditation va nous aider, parce qu'il y a aussi un altruisme qui, pour moi, c'est un piège. Et ça vient beaucoup de notre culture judéo-chrétienne. On doit se sacrifier pour les autres. Nous, on compte pas. C'est les autres les plus importants. Et c'est là aussi où il y a un gros défaut dans une culture, parce que curieusement, ça ne conduit pas au bonheur, et ça conduit même, je dirais, on devient extrêmement égocentrique. Je vois aujourd'hui, même quand on parle d'altruisme, on a parfois des réactions assez drôles, parce que les personnes, si on n'a pas répondu à leurs attentes, disent « Oui, vous prenez l'altruisme, mais finalement, vous n'êtes pas sympa avec moi ». Et ça me fait toujours penser à cette histoire. Vous savez, c'est une maîtresse d'école qui demande à ses enfants qu'est-ce que c'est que l'égoïsme. Et puis il y a une petite fille qui lève le doigt, c'est quand on pense pas à moi. Et aujourd'hui, on en est là. C'est que personne ne pense à l'autre, on pense pas à nous, et on se rend pas compte que, d'une part, c'est pas en se sacrifiant pour les autres qu'on va être plus heureux, et c'est pas en ne pensant qu'à soi qu'on va y arriver. La preuve, c'est que c'est un échec. Parce que si l'égocentrisme apportait le bonheur,
on devrait, avec les niveaux d'ego qu'on a dans notre culture, on devrait être vraiment très très heureux. Et je suis désolé, mais le constat est quand même accablant. Quand j'ai étudié la psychologie, parce que j'ai fait des études de psycho, à l'époque, c'était dans les années 80, enfin je crois 83, 84, je ne dis pas de bêtises, il y avait une étude qui montrait qu'à peu près 6% de la population souffrait de maladies mentales. Il y a eu la même étude, il n'y a pas très longtemps, on était à 25%. Donc, il y a une situation qui s'aggrave, ça ne s'améliore pas du tout. Ça ne s'améliore pas parce qu'on n'a toujours pas compris que ce n'est pas en fonctionnant comme on fonctionne, comme on a toujours fonctionné, que ça va s'améliorer. D'ailleurs, retenez cette phrase, c'est très important. Si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, eh bien, vous pouvez espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et ça vous paraît logique. Sauf que eh bien, les gens continuent. Et il y a cette espèce d'absurdité, c'est qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas améliorer quoi que ce soit en nous, mais on va avoir une vie meilleure. Il y a une espèce de non-sens total. Et je vous parle de tout ça parce que la méditation amène cette cohérence. Elle amène cette cohérence dans notre vie. Certains parlent d'alignement, on parle de s'aligner, mais en réalité, c'est simplement se mettre vraiment en accord avec soi-même. Et c'est ça que va, entre autres, apporter la méditation. Mais pas seulement, et je vais très largement vous en parler. Comme disait Dalai Lama, ça a mis de la magie dans ma vie. Et parce que dans la méditation, on parle aussi d'amour, on parle de compassion, mais pas d'amour-attachement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un amour bienveillant, altruiste, à l'égard de soi-même comme à l'égard des autres. Et on va voir que la méditation apporte cet équilibre. C'est-à-dire qu'on va prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Pourquoi c'est important de prendre soin de soi ? Parce que vous incarnez la vie. Et si vous ne donnez pas de valeur à la vie que vous incarnez, ça va être difficile d'aider les autres. Parce qu'il y a une espèce de... Et je dis souvent ça quand j'anime des stages aux gens, c'est extraordinaire, il y a une espèce d'équation qui ne va pas, par exemple les gens qui veulent aider les autres. Et c'est assez récurrent parce que ça on le voit systématiquement dans les stages, les gens rencontrent une très très grande difficulté à recevoir de l'amour. Et souvent chez les gens qui donnent beaucoup aux autres. Donc, il y a quelque chose de très curieux, je leur dis, mais attendez, votre équation elle est un peu pourrie quand même. Parce que vous donnez aux autres, mais vous ne concevez pas qu'on puisse recevoir. Déjà pour vous-même. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous pouvez donner aux autres ce que vous ne concevez pas pour vous-même ? Ça ne marche pas. Et qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle ? Vous avez déjà vu une personne déprimée apporter du bonheur autour d'elle ? Est-ce que vous avez déjà vu une personne en colère apporter du bonheur autour d'elle ? Est-ce que vous avez déjà vu une personne triste apporter du bonheur autour d'elle ? Mais non, parce que ces émotions négatives qui nous accaparent, qui nous tyrannisent très souvent, dont on est complètement l'objet, eh bien, nous empêchent de donner ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas nos colères, nous ne sommes pas nos pensées. Et ça, on va le voir, c'est ce que va apporter la méditation. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut comprendre quand on approche la méditation. Et la méditation, ce que n'est pas la méditation. La méditation, ce n'est pas une technique de bien-être. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent comme ça, mais ce n'est pas une technique de bien-être. C'est beaucoup plus que ça. C'est une pratique d'éveil qui va vous éveiller. Mais je ne parle pas d'éveil, pas dans le sens d'être perché. C'est d'éveiller ce que vous êtes par nature, d'éveiller vos potentiels, d'éveiller vos richesses, d'éveiller vos ressources, parce que vous en avez. Mais elles sont voilées par vos obscurcissements mentaux, qu'on appelle justement toutes ces émotions qui viennent trahir votre sérénité et votre bonheur, qui viennent voiler votre esprit et qui vous empêchent d'être simplement vous-même, eh bien, sont un frein énorme à la réalisation, à la manifestation, à l'émanation de vos véritables ressources, de vos véritables capacités. Essayez d'imaginer. Je prépare le terrain, ensuite je vous parlerai de la méthode, puisque vous êtes venus pour ça. Essayez d'imaginer le bleu du ciel et les nuages. Dans les nuages, on va trouver vos pensées, vos émotions. Et vous êtes fixé sur vos pensées, vos émotions, pensant que ça vous définit, pensant que vous êtes vos pensées, vos émotions. Et aujourd'hui, on est d'une culture très émotionnelle. On vit à travers nos émotions. Il n'y a qu'à regarder nos films. C'est très émotionnel. C'est très passionnel. Et d'ailleurs, je crois que si on passait un film où les gens sont tranquilles, heureux, je crois que personne ne regarderait parce qu'ils disent c'est pas possible. Et c'est extraordinaire. Il y a même d'ailleurs des gens qui s'y sont essayés. Alors il y a des choses, mais on est plus de leur romantisme, mais ça c'est encore autre chose. Donc essayez d'imaginer.
vos pensées, vos émotions, ce sont les nuages. Mais notre attention, notre conscience est fixée sur les nuages. Alors qu'en réalité, votre vraie nature, c'est le bleu du ciel. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a au-delà. Et les pensées, les émotions masquent le bleu du ciel. C'est pour ça que vous ne voyez pas le bleu du ciel. Et chez certaines personnes, c'est très très chargé. Dans la dépression, par exemple, eh bien, les pensées, les émotions sont très sombres. Pour ceux qui vivent ça, vous savez de quoi je parle. Et on n'a plus cette percée, on n'arrive plus à voir au-delà. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre fonctionnement ordinaire ? On nourrit les pensées parce qu'on leur donne de l'attention. On les nourrit, on les entretient. Regardez, quand vous avez une émotion, par exemple, vous êtes plein de colère, eh bien, vous allez nourrir cette colère. Vous allez vous trouver toutes sortes de bonnes raisons d'être en colère et vous allez l'alimenter. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous souffrez. Vous souffrez encore plus. C'est plus de colère, c'est plus de colère. Ça réduit pas la colère. Parce que plus vous... Et vous allez entrer en conflit avec les autres. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'histoire de l'écheveau de laine. Plus vous allez vous énerver, plus vous allez avoir de nœuds. Et dans la relation, c'est pareil. Et la relation avec vous aussi, parce que les personnes, beaucoup de gens d'ailleurs dans une culture, en fait, ils s'en veulent à eux-mêmes. Un jour, Dalai Lama donnait, c'était au début quand il venait en Occident, et il ne comprenait pas, parce qu'il y a une personne qui lui avait posé une question sur la haine de soi. Il dit, mais c'est quoi la haine de soi ? Il ne comprenait pas, parce que eux, dans leur culture, on apprend à l'enfant à être bon pour lui, à s'aimer, se respecter. Et donc il ne comprenait pas qu'on puisse se haïr ou se détester. Et donc il a demandé au traducteur de répéter, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir compris, et il ne comprenait pas. Et il disait, je ne sais pas quoi répondre, parce qu'il ne comprenait pas. Pour lui, ça paraissait insensé de se haïr, de se détester. Et pourtant, notre culture, on voit, on a toutes les caractéristiques. Si on personnifiait notre culture, notre société, on ne s'aime pas. Notre société ne s'aime pas. Elle se fait du tort. Et ça se repère très facilement. Personne qui ne s'aime pas, elle va se faire du tort. Elle va s'auto-saborder, elle va s'imposer des relations épouvantables, très peu valorisantes, elle va avoir un métier peu valorisant, etc. Parce que apprendre à s'aimer, c'est directement lié à la pratique de la méditation. C'est amener du respect, de se respecter. Et plus vous allez vous aimer, vous respecter, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites des cadeaux. Et bien quand vous vous aimez, vous vous faites des cadeaux. J'ai donné déjà une conférence sur l'amour de soi. Et c'est important. La méditation, c'est aussi ça. C'est pas juste s'asseoir, regarder son nombril. C'est amener de la bienveillance. Et c'est Pema Chodron qui disait, la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Alors on va voir tout ça, parce que la méditation, là aussi, il y a beaucoup de... J'ai consacré ma vie à la méditation, donc je pense connaître le sujet. Je pense connaître un peu le sujet. Le problème, c'est qu'il y a une traduction à faire. J'ai passé 15 ans avec les Tibétains. J'ai étudié toutes sortes de traditions, les Upanishads, la Bhagavad Gita, et beaucoup de traditions, parce que j'étais en quête, mais en quête pour moi, je ne cherchais pas à devenir érudit, c'était pas du tout ça, c'est que je voulais répondre à des questions. Je voyais des gens qui souffraient autour de moi, moi aussi je souffrais, et je me disais, mais la vie nous fait une vilaine farce, c'est pas possible, ça peut pas être ça la vie. J'avais 12-13 ans quand je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais la vie, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Il y a une caméra cachée quelque part, on peut pas tout le temps souffrir comme ça. Donc je voulais savoir comment me défaire de la souffrance, et puis surtout, est-ce qu'on peut être heureux ? Est-ce que le bonheur est possible ? J'avais 13 ans, mon oncle m'a posé la question. Il me voyait, j'étais en train de dessiner, parce que j'adorais dessiner quand j'étais jeune, et j'ai dessiné jusqu'à un certain âge, et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et je lui ai dit, mais je vais être heureux. Et il me dit, c'est pas un métier, ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux ? Je lui dis, papa, maman, ils ont un métier, ils sont pas heureux. Les professeurs à l'école, ils sont pas heureux, ils ont un métier. Je dis, c'est pas le métier qui fait qu'on est heureux. Donc, ça me paraît, j'étais tout le monde, mais ça me paraissait bizarre. Et donc, ma quête, ça a été le bonheur. Parce que je me suis dit, c'est extraordinaire, on court tous après un métier, on veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut avoir une maison, etc. Parce qu'on se fait une idée du bonheur, on se dit, une fois que j'aurai tout ça, eh ben, je vais être heureux. Et c'était d'ailleurs un Tibétain qui rigolait, parce qu'il disait, en fait, toute votre vie, vous faites des études, vous étudiez jusqu'à 20, 30, 40 ans, 40 ans j'exagère, jusqu'à une trentaine d'années parfois, vous cherchez homme, femme, vous faites des enfants, vous avez une belle maison, vous achetez une voiture, pour peu que vous soyez riche, vous en allez avoir plein, puis vous arrivez à 40, 45 ans, 50 ans, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça, parce que ça commence à vous peser, vous êtes chargé. Et parce que le bonheur n'était pas là. Parce qu'on aurait dû faire l'inverse. C'est de chercher le bonheur, et de ce bonheur émane une vie heureuse avec les autres, avec les enfants, avec sa femme, avec son mari, etc. Mais c'est parce qu'on projette dans la relation
notre histoire. Comme disait un sage, en fait, dans une relation, on n'est pas deux, on est quatre. Il y a nous et notre histoire, nous et notre ego. Et c'est pour ça que quand vous vous rencontrez, des fois, ça fait en fonction de votre histoire. Donc votre misère rencontre la misère de l'autre, parfois. Alors je dis pas qu'il y a des relations heureuses, mais vous savez, c'est pas que je suis pessimiste, mais j'ai eu le bonheur de rencontrer Dr Bach, qui est un Canadien spécialiste du couple, et il disait je pense que je suis très optimiste si je dis que 5% des couples sont heureux. Donc oui, mais parce que, encore une fois, on n'a pas conscience que tout ça, ça vient de ce que nous portons en nous. Et c'est là où la méditation va être d'une aide extraordinaire, parce qu'elle va nous aider à prendre de la hauteur par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos pensées ou nos émotions. Alors maintenant, je vais entrer dans le concret. Parce que la méditation, là aussi, on raconte tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, surtout dans une culture, ça fait quelques décennies, beaucoup d'auteurs ont amené la méditation, on picore un peu par-ci, par-là, ça fait un peu bricolage parfois, et on assiste à des choses un peu étranges. Et puis chacun, je sais pas, il y a une espèce de... chacun interprète à sa façon, alors que la méditation, on va voir, c'est quelque chose de très concret, et on s'appuie sur des faits. Comme disait Dalai Lama, si vos perceptions ne reposent pas sur des bases valides, dès que vous serez face à des conditions adverses, tout ça va être balayé. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des bases qu'il faut comprendre, des bases fondamentales dans la méditation. D'abord, la méditation, c'est pas juste la pleine conscience, d'être assis sur un zafou, de regarder son nombril ou je sais pas quoi d'autre. C'est un entraînement de l'esprit. On entraîne son esprit. Parce que si vous regardez, si vous êtes simplement honnête avec vous, eh bien, votre conscience a plutôt l'habitude de suivre les pensées. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez exactement la vie, comme disait Phineas Kimby, ce philosophe américain. Il disait, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Donc si vous voulez savoir à quoi vous pensez, regardez votre vie, vous êtes tout de suite évidifié. Parce que, comme disent les bouddhistes, notre vie, c'est une émanation de nos pensées, de ce que nous portons en nous. Mais comme disait Freud aussi, le problème, c'est que ces pensées sont à 90% inconscientes. Vous savez, la fameuse histoire de l'iceberg, la partie consciente et tout le reste qui est complètement inconscient. Donc c'est toute la difficulté. Et donc nous projetons tout ça dans le monde. Donc comment est-ce qu'on va faire pour se libérer de ça ? Eh bien, une fois que vous avez compris ça c'est vraiment la base, la première chose. C'est que, d'une part, je ne suis pas mes pensées et mes émotions, mais comment je me libère de ça ? Comment je me défais de ça ? Sûrement pas me bagarrant, puisque chaque fois que j'essaie de me bagarrer avec une émotion, ça l'amplifie. J'en ai encore plus. Et puis, vous voyez bien, si vous intervenez avec le mental, ça règle pas le problème. Vous allez peut-être tout savoir sur votre émotion, tout comprendre sur votre émotion, d'où elle vient, comment elle apparaît, qu'est-ce qui est arrivé dans votre enfance, mais vous êtes toujours là avec votre émotion. Vous n'êtes toujours pas libre. Donc, là, on va voir, la méditation va nous aider. Ça, c'est la base. Ça, c'est la première étape. C'est d'acquérir de la stabilité. Cette stabilité, c'est ce qu'on appelle la présence à soi, qu'on va acquérir. Parce que vous avez une capacité, que vous possédez tous, c'est l'attention. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de pleine conscience, de MBSR. Moi, sincèrement, ça ne me parle pas du tout, ça ne veut rien dire. Et qu'est-ce que c'est vraiment la méditation ? Donc, on ne va jamais s'en sortir, parce que chaque fois, on change les termes. Avant, ça s'appelait méditation, maintenant, on parle de pleine conscience. Alors que la pleine conscience, c'est juste un aspect de la méditation. Et je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est très simple. Depuis la nuit des temps, la méditation existe depuis 4000 ans. C'était même bien avant Bouddha, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et on ne parlait pas de pleine conscience, on ne parlait même pas de méditation, on parlait d'attention. Vous avez tous cette capacité, vous pouvez être attentif. Mais votre attention est plutôt tournée vers l'extérieur, vers les autres, vers les objets extérieurs, etc., rarement sur vous-même. Mais cette attention est une faculté extraordinaire, parce qu'elle peut vous donner la capacité à stabiliser votre conscience là où vous êtes. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, la conscience se disperse dans les pensées, elle se perd dans les pensées. Puis aujourd'hui, comme en plus on est multitâche, on fait plein de choses en même temps, ça fragmente la personnalité, donc ce qui fait qu'on souffre de beaucoup de troubles, de toutes sortes, parce qu'on n'est plus unifié. Les gens sont plus unifiés. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous réunifier, de retrouver votre stabilité, eh bien vous continuez à vous disperser et vous fragmenter. Donc, ce que va apporter la méditation, c'est qu'elle va vous entraîner, elle va entraîner votre conscience à rester là où vous êtes. Alors là aussi, il y a beaucoup de concepts, on parle de l'instant présent, mais ça n'existe pas, c'est un concept. Parce que quel moment vous êtes dans le présent ? En une fraction de seconde, ça a déjà changé. C'est pour ça que les bouddhistes ne parlent pas d'instant présent, ils parlent d'instant de conscience. Vous vivez des moments de conscience. Et plus vous entraînez
votre conscience a gagné en stabilité grâce à l'attention, eh bien, plus vous allez être là et plus vous allez prendre de hauteur par rapport à vos pensées et de vous identifier de moins en moins à vos pensées et vos émotions. Mais ne vous inquiétez pas, les pensées, elles ne disparaissent pas, les nuages ne vont pas disparaître parce que d'un seul coup, vous restez tranquille. Ça n'a rien à voir. C'est que vous n'êtes plus, comment dire, vous n'êtes plus le jeu de vos pensées et de vos émotions. Elles continuent à exister, mais vous êtes là. Vous êtes capable de percevoir, de ressentir, parce que on a du mal à faire la distinction dans une culture entre ressentir et éprouver une émotion et se laisser emporter dans l'émotion. Donc quand on est pris par l'émotion, on devient très passionnel, très... Et puis, on sait, comme disait un prêtre catholique que j'ai eu le bonheur de rencontrer, il disait, soit vous explosez, donc vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez, vous faites les dégâts à l'intérieur. Donc il y a une solution intermédiaire, c'est justement grâce à l'attention. Et donc on va entraîner notre conscience à gagner en stabilité. Et qu'est-ce que ça va apporter ? Plus de stabilité, justement. Plus de stabilité émotionnelle, les émotions s'apaisent, se pacifient, parce que vous ne les nourrissez plus, vous avez le pouvoir de ne plus les nourrir, de ne plus leur donner de pouvoir. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, là, je vais vous parler, là, c'est le premier niveau qui est proposé dans ces 31 clés, dans ces 31 leçons, sur les 7 premières leçons, on va ne faire que ça. On va utiliser différents supports, on va utiliser le corps, on va utiliser le souffle, on va utiliser la pensée elle-même, curieusement, et on va approfondir, on va même découvrir une pratique extraordinaire, parce que la conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace, et donc ça vous donne un recul absolument extraordinaire, et ça vous apporte vraiment ce recul, cette stabilité vraiment de la conscience. Donc ça apporte beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Aujourd'hui, il y a des études scientifiques vraiment très sérieuses qui ont été menées sur le sujet. On sait que au bout de 3 semaines de pratique, on voyait une augmentation des anticorps de 30%. Il y a une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang. Les échanges se font beaucoup mieux parce que le métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur aussi. Donc, en fait, vous restaurez tous vos processus naturels. En fait, votre corps peut retrouver ses fonctions naturelles. Parce que dans notre mode de vie, et surtout notre mode de vie ordinaire, non seulement notre corps il est perturbé par toutes les émotions qu'on vit, qu'on traverse, toutes ces colères, tous ces stress surtout qu'on vit, toutes ces perturbations mentales viennent mettre un peu à mal notre corps qui fait ce qu'il peut lui pour se maintenir en santé. Et en plus, par-dessus, eh bien, on fume, on boit, on lui fait pas de cadeaux, on fait peu d'exercice aussi, alors que notre corps il est fait pour se mouvoir. Donc l'énergie ne peut pas circuler. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on fait, et puis tout ça va gréver, effectivement, va gréver notre santé. Donc la pratique de la méditation va tout simplement permettre de restaurer ce fonctionnement naturel du corps, comme restaurer le fonctionnement naturel de la pensée. Parce que dans son processus naturel, la pensée, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Mais nous, qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme on pense trop, en fait, eh bien, il y a une accumulation de pensées qui fait qu'on est dans un brouillard et on n'arrive plus à penser correctement. Parce que la pensée est très utile, même si on n'est pas les pensées, mais c'est une fonction dont il faut savoir bénéficier. Mais si vous n'avez pas de recul par rapport à vous-même, comment vous faites ? Donc ça, ce sont les 7 semaines de cours qui sont proposées dès la première étape. Ça, c'est important. Ça va donc vous apporter un grand nombre de bienfaits. J'ai oublié d'ailleurs, au niveau de l'électrocéphalographie, on voit les ondes cérébrales se ralentissent dans la méditation, et on sait que ces ondes plus lentes, qui sont des ondes alpha, voire θ, si on a suffisamment d'entraînement, participent très largement à notre équilibre psychique. Maintenant, la deuxième étape. C'est très important parce que chez Rinpoche, ce sage dont je vous parlais, nous expliquait que l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, notre aspiration au bonheur déjà principalement, puis toutes les aspirations qu'on peut avoir, qui peuvent tout à fait nobles. Et puis, il y a un autre moteur qui tire en arrière. Ce sont nos peurs, nos doutes, nos préjugés, nos vues fausses, la culpabilité aussi. C'est comme, effectivement, comme si on nous tirait par la manche. Donc d'un côté, on veut avancer, et on peut avancer, mais en tirant quelque chose avec nous qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on peut en même temps avoir peur, on peut désirer une chose, et en même temps avoir très peur de l'obtenir. Il y a tout ce paradoxe de l'être humain qui est plein de contradictions. Et donc c'est important de pouvoir se libérer de toutes ces contradictions, mais comme on n'en est pas conscient, c'est très difficile. Et c'est là, ça c'est le deuxième aspect de l'entraînement de l'esprit qui est très important. On va voir ce qu'on appelle les postures mentales, mais aussi les antidotes. Il y en a un premier, on appelle le calme intérieur, mais aussi le sourire intérieur, qui va vous permettre de prendre de la hauteur
par rapport à vous-même, mais par rapport à vos émotions. Encore plus qu'avec le premier niveau. Ça va vous aider à avoir même de la bienveillance à l'égard de vous-même. Et d'ailleurs, petit point, je reviens en arrière volontairement, j'ai oublié de vous parler de la bienveillance dans le premier niveau. Parce qu'en fait, vous ne faites que ça. Cette attention, vous savez, dans l'attention, il y a une notion de bienveillance. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un qui est malade, vous êtes attentif, vous lui prêtez de l'attention. Eh bien, vous allez faire la même chose. Vous allez apprendre à être attentif à l'égard de vous-même. Donc, dès le premier exercice que vous allez faire, vous allez commencer à être bienveillant à l'égard de vous-même. Et ça va complètement changer. Ça va changer le rapport que vous avez avec vous-même. Et donc forcément, ça va affecter le rapport que vous avez avec les autres. Et là, on accentue ça grâce à cet exercice. Ensuite, on va à un point qui est très important dans une culture, c'est la culpabilité. C'est un véritable poison. Ça génère anxiété, angoisse, peur de vivre, perfectionnisme. Dans les cas extrêmes, ça conduit même au suicide. Donc c'est quelque chose dont il faut absolument se libérer. Donc il y a un cours tout entier qui est consacré, qu'on a appelé la paix intérieure, parce que ça apporte de la paix quand on est libre de la culpabilité. Ça nous permet de mieux voir les choses, de faire la part des choses, de tirer bénéfice de nos erreurs, etc. Donc ça nous emmène vers un comportement beaucoup plus constructif. Et là, on n'est plus du tout destructeur ni autodestructeur. On devient vraiment bienveillant pour soi-même. On essaie de faire la part des choses. Donc c'est vraiment, cette démarche est vraiment extrêmement bénéfique. Ensuite, on voit ce qu'on appelle l'acceptation de soi. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont magnifiques parce que vous allez apprendre à accepter, non seulement vous allez vous accepter tel que vous êtes, mais c'est plus que ça. Vous allez mettre cette attention que vous avez découvert dans le premier niveau, eh bien vous allez la mettre sur vos ressources, de prendre davantage conscience de vos capacités, de vos ressources. C'est d'imaginer, c'est comme un petit enfant. Il se plante, il rate. Si vous lui dites t'es nul, tu vois, tu n'y arrives pas, c'est sûr que ça ne va pas le valoriser, ça m'étonnerait que ça l'aide à avoir confiance en lui. Si vous lui dites au contraire, écoute, c'est pas grave, tu recommences, tu vas finir par y arriver, il n'y a pas de problème parce que tu as des ressources. Et si vous l'amenez à prendre conscience de son potentiel, il va se sentir bien, il va grandir, il va gagner en estime de soi, en confiance en lui. Donc ça va l'aider à s'affirmer dans l'existence. Alors que si vous passez votre temps à le dévaloriser, à lui dire qu'il n'y arrivera jamais, qu'il est nul, c'est pas ça qui va l'aider. Donc, mais comment vous pouvez faire pour les autres ce que vous ne faites pas pour vous-même? C'est impossible. Donc là, c'est important. Et bien, vous allez le faire pour vous-même. Et puis aussi, toutes vos tendances négatives, tout ce que vous considérez comme de la colère, toute cette négativité que vous portez en vous, et bien là aussi, vous allez porter un regard bienveillant. Plutôt que de rejeter, vous allez apprendre à le regarder sous un tout autre angle. Et vous allez voir, par exemple, derrière la colère se cache souvent de la peur, se cache souvent de la tristesse aussi. Et donc, au lieu de vous juger, de ressentir de la colère, mais vous allez regarder au-delà de la colère. Et c'est toute la pratique. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous posez un regard vraiment complètement différent sur vous-même. Ensuite, vous avez plein de techniques pour vous aider à réaliser plus aisément vos objectifs, parce que c'est important de se mettre en accord avec soi-même. Et là, il y a une pratique qui est complètement consacrée à ça. On voit les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, mais amenées d'une manière vraiment telle que ça va vraiment stimuler vos ressources et vos capacités. Et puis, il y a un exercice sur la motivation, parce que la motivation, c'est le moteur de nos actions. Si vous avez un moteur faible, qu'est-ce qui se passe? Quand vous montez la pente, vous allez peiner, ça va être très difficile, et peut-être même que vous allez faire du recul, alors que si vous avez un moteur puissant, mais vous allez monter. Donc, face aux conditions adverses, si vous avez une motivation forte, je ne parle pas de volonté, parce que ça, c'est l'erreur qu'on commet dans une culture, c'est qu'on croit qu'il faut beaucoup de volonté pour réussir. Quand je parle de réussite, c'est dans son acception large. C'est faux. C'est la motivation qui sous-tend vos actes, qui vous fait avancer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Donc, il faut pouvoir neutraliser ce moteur qui tire en arrière. Et là, on va vous montrer comment nourrir votre motivation. Comment faire pour arriver à cette motivation forte, à cette détermination forte en vous-même qui va vous aider à vous avancer. Et puis ensuite, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la clé de la réussite d'une vie. Sans confiance en soi, comment est-ce que vous voulez avoir des relations épanouissantes et heureuses avec les autres si vous doutez de vous? Si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Ça va de soi. Et donc la confiance en soi, ça va vous aider aussi à vous donner l'énergie nécessaire pour réaliser vos aspirations, vos objectifs et d'avancer dans l'existence, de vous affirmer aussi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis on termine dans ce deuxième volet, ce deuxième niveau, un exercice qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui est un antidote extraordinaire à la culpabilité aussi, mais aussi ça vous aide à avoir davantage, de renforcer cette bienveillance à l'égard de vous-même, mais aussi à l'égard des autres, parce que vous allez voir combien le fait d'apprendre à avoir de la bienveillance pour les autres vous
aide, vous, à en avoir davantage pour vous. En fait, c'est une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Plus vous arrivez à éveiller votre bienveillance, votre amour, votre compassion, plus vous arrivez à en avoir pour vous et pour les autres et inversement. Et puis on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Je vous ai dit au début de cette conférence, j'ai parlé des nuages, du bleu du ciel qui est au-delà, et comment révéler ce bleu du ciel. Eh bien, on va vous montrer, c'est une première étape, c'est une initiation, une première étape pour révéler cette nature fondamentale. Et ça nous amène au troisième volet. Troisième volet, là, c'est important, c'est de reconnaître sa vraie nature. Il y a deux façons de faire. La première, c'est de réfuter ce que nous ne sommes pas. Et pour ça, vous avez des méditations très puissantes, comme méditer sur l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, qui sont des pratiques extraordinaires, parce qu'elles vous aident à défaire tous ces voiles obscurcissants de votre mental, et ça vous aide à ne plus être dupe des apparences. Et les apparences, que je parle des apparences, pas seulement les apparences extérieures, mais vos propres pensées, qui vous manipulent sans arrêt. Et donc ça vous aide à vous défaire de tout ça. Et puis, on va vous montrer comment révéler. Il y a plusieurs points, révéler de façon directe la vraie nature. C'est pour ça qu'il y a un exercice qui s'appelle la véritable nature de l'esprit. Là, on vous montre comment vous mettre en phase directement avec le bleu du ciel. Comment être tout simplement là où vous êtes pleinement. Et c'est une pratique extraordinaire. Je vais essayer, je vais faire une petite démonstration. Essayez de prendre n'importe quelle pensée qui apparaît dans votre esprit. Vous voyez bien que cette pensée, elle apparaît, puis elle disparaît. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'un petit peu de vous disparaît lorsque la pensée disparaît. Vous restez toujours là, en arrière-plan, conscient de cette pensée qui va disparaître, avant qu'une autre ne réapparaisse. Donc, il est clair qu'on ne peut pas être nos pensées. Il nous arrive parfois aussi d'avoir des absences de pensée. Je ne parle pas d'absence, ça n'a rien à voir. Absence de pensée, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez été abasourdi, interloqué par un événement, une situation qui a fait que, momentanément, votre mental, et ça a un peu arrêté. Mais vous êtes toujours conscient, les pensées ne sont plus là. Aussi, quand vous pratiquez, vous êtes dans un calme mental très très profond. Les pensées, il y en a très peu, voire parfois, et ça peut s'arrêter. C'est pas le vide mental que parfois on dit faites le vide. On ne peut pas faire le vide, c'est impossible. Et donc, pendant ce moment-là, il y a une absence de pensée. Mais vous êtes toujours là. Donc vous n'êtes pas vos pensées, contrairement à ce que disait Descartes, quand il disait je pense donc je suis, donc quand je ne pense plus, je n'existe plus. Non, c'est je suis conscient donc je suis. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a vraiment un repère. Et là, on vous montre comment faire, comment réaliser cette vraie nature. Parce que c'est tout votre potentiel qui est dans cette nature. Et plus vous en avez conscient, moins vous vous sentez démuni face à l'existence. Et puis ensuite, il y a les voies de la compassion, les voies de l'amour, mais là aussi c'est pareil. On est dans une culture empreinte de romantisme, d'amour, attachement, et on souffre terriblement, parce que quand l'autre nous quitte, c'est la fin du monde, on a l'impression qu'on n'existe plus. En fait, ça montre à quel point on n'est pas autonome. Quand quelqu'un nous quitte et qu'on n'arrive plus à vivre sans l'autre, ça veut dire, ça montre, il vient de nous montrer qu'on n'était pas autonome. Notre bonheur, c'est nous qui le créons. Et quand vous rencontrez quelqu'un, comme vous savez créer votre bonheur, vous créez votre bonheur ensemble. Et donc, alors vous entendez un cri, c'est le chat qui arrive. Il claironne. Donc, quand vous arrivez à ça, eh bien, vous êtes vraiment paisible. Alors, je crois qu'il va claironner jusqu'à ce qu'on lui fasse un petit câlin. Voilà, ça y est, il a eu son petit câlin. Et donc, là, c'est quelque chose de simplement extraordinaire, comme dit Dalai Lama, ça met de la magie dans votre vie. La bienveillance, l'amour, on vous décrit. Alors, d'ailleurs, vous allez pouvoir tester, je vous en parlerai. Attendez, ne partez pas avant la fin, parce qu'on va vous faire... Vous allez pouvoir essayer cette démarche. Donc voilà, vous avez... sont toutes des pratiques extraordinaires, mais des enseignements d'une très grande profondeur. Rien n'est négligé. Là, vous ne bricolez pas. On n'est pas dans le bricolage, parce qu'une personne qui disait « Est-ce que vous n'auriez pas une petite technique pour moi pour dormir le soir ?» C'est pas une quincaillerie, hein, la méditation. C'est pas on vous sort un truc comme ça. C'est vous avez des potentiels fantastiques. Et moi, j'enseigne ça avec un tel enthousiasme depuis toutes ces années. Vous pouvez demander Nathalie ou Loïc, je ne décline pas. J'ai toujours la même joie, le même bonheur, parce que ce que vous êtes par nature, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est votre vraie nature. Et ça, c'est le repère. Vous devez vraiment prendre ça. Alors, il y a pas très longtemps, une personne qui avait laissé sur ma chaîne YouTube, qui disait « Ah ouais, mais il faut prendre des cours encore, c'est une contrainte de plus. »
Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est la pratique. Moi, j'ai découvert ça avec les bouddhistes d'ailleurs. Ils parlent de l'effort joyeux. C'est vrai que dans notre culture, dès qu'on parle d'effort, on associe ça à la contrainte. On se dit, oh mon Dieu, il faut encore. Alors, si vous faites ça par devoir, laissez tomber. Il vaut mieux même pas l'entreprendre parce que ça va être catastrophique. Ça doit être un moment de plaisir. Vous devez pratiquer. C'est même pas que vous devez. Vous pratiquez dans le plaisir. C'est un rendez-vous que vous prenez avec vous. C'est comme si on vous disait, prends une pause. Si vous avez 20 minutes de plaisir à vous offrir par jour, alors la démarche elle est faite pour vous. Parce que vous allez découvrir comment éveiller la joie en vous-même, d'avoir du plaisir, et vous allez progressivement, comme ça, créer un cercle vertueux. Alors, j'en parle simplement, mais quand même 50 ans de pratique, donc c'est selon les personnes, selon leur point de départ, ça va demander un peu de persévérance, mais on est là justement pour vous accompagner, parce que vous n'êtes pas tout seul. On vous accompagne au fur et à mesure. Ça, on va vous en parler après. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Voilà. Alors, Je vois que Nathalie en a... Alors, Anne, la méditation est-elle un moyen vraiment tangible pour avoir une vie épanouie et qui a du sens? Comment la méditation peut-elle m'aider à trouver un sens à ma vie? J'ai l'impression de ne pas avoir d'aspiration suffisamment forte. Nous sommes des témoins. Vous avez des témoins en face de vous. Et ça donne la réponse. Je pense que simplement, à travers cette conférence, je vous ai donné directement la réponse. Regardez Dalai Lama, il se bidonne tout le temps. Ça révèle ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est quand dès que vous êtes pris dans la tristesse, dans la colère, ça, vous êtes reparti dans les nuages. Donc ça, c'est un repère aussi. Souvent, les gens disent, je suis, comment dire, j'ai régressé. Je leur dis non, vous n'avez pas régressé. Vous êtes reparti dans vos nuages. Ça y est, vous y êtes retourné, vous vous êtes identifié, vous êtes collé dedans. Donc, et quand vous dites vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de temps, tout ça, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Si vous vous rappelez la phrase que je vous ai dit au début de cette conférence, si vous continuez à penser et à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. C'est d'une logique imparable. Donc, comment vous pouvez espérer que votre vie change? Là, vous êtes en train de penser d'une certaine manière. Vous êtes en train de vous dire, je peux pas changer ma vie, je peux pas y arriver. Mais si. Et des milliers de personnes l'ont fait. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Je vois des gens qui changent leur vie. Regardez, il y a plein de témoignages sur Facebook, parce qu'il y a des vidéos sur la méthode, et des gens témoignent. Et on voit, c'est possible. Mais il faut commencer. C'est que si vous voulez apprendre à faire du vélo, il faut quand même commencer à accepter, à monter dessus. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Si vous êtes là en train de vous dire je ne peux pas changer ma vie, ça n'arrivera jamais, etc. C'est Jim Rohn qui disait si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez raison. Mais si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. La question est de savoir de quel côté vous allez vous pencher. Anaïs, comment mieux gérer mes émotions? Je suis une hypersensible et j'ai l'impression de porter la souffrance des autres. La méditation peut-elle vraiment faire inverser les choses et m'aider? Alors, je crois que j'y ai largement répondu dans ces conférences. Là, c'est la pratique qui va vous aider. C'est acquérir de la stabilité. Je vois dans la vidéo que vous voyez Usha. Je vous présente Pirate. Et vous avez... ça va vous donner ce recul, cette hauteur par rapport à vous-même. Moi, j'étais quelqu'un d'extraordinaire, mais hypersensible. C'était épouvantable. Alors aujourd'hui, je vois toutes les sottises qu'on raconte sur les hypersensibles aussi. On dit qu'on ne peut pas améliorer, que ça ne peut pas changer. On est même en train de développer l'orgueil, parce qu'on fait d'eux des êtres à part. Il y a une sensibilité qui est naturelle, qui est inhérente à chaque être humain. Seulement, parfois, elle s'exacerbe pour toutes sortes de raisons. La peur, le manque de confiance en soi, et puis surtout les traumatismes, les choses qu'on a pu vivre qui ont fait que cette sensibilité s'exacerbe. Mais on peut retrouver un état naturel. Et puis de l'autre côté, on peut refouler, c'est le cas des psychopathes qui ont carrément plus de sensibilité. C'est dû au parcours qui a fait qu'on arrive à ça. Mais on peut retrouver. La méditation nous aide à retrouver l'état naturel du corps et des pensées et des émotions. Donc retenez-le bien, c'est comme disait un sage, la méditation, c'est l'état naturel. C'est pas un truc fabriqué, c'est l'état naturel. C'est comme ça qu'on devrait vivre, en équilibre, heureux. Alors, je pense que tu as déjà répondu, mais c'est Guisette Magritte qui pose la question, comment lâcher les nuages, c'est-à-dire la jalousie, la haine et j'en passe?
Mais là, vous avez une démarche, vous avez 31 clés, vous avez tout pour arriver à vous défaire de tout ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ne rêvez pas, parce que ce sont des habitudes qui sont ancrées. Comme disent les bouddhistes, ce sont des sillons qui ont été creusés sur la conscience. Et ça s'est creusé de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle à faire avec, vous avez certainement entendu parler de la plasticité du cerveau. Quand vous vous entraînez je sais pas, vous apprenez un instrument de musique, vous apprenez une langue, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau crée des connexions nerveuses, des connexions neuronales. Et c'est le phénomène d'apprentissage normal. Ce qui fait que quand vous arrivez à la deuxième leçon, même si ça a été difficile la première, il y a quelque chose, il commence à y avoir une facilité. On passe de la maladresse à l'adresse. Et plus vous allez vous entraîner, plus le cerveau va créer des connexions, et plus ça va être facile. Vos émotions, ce sont des habitudes aussi, au même titre. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de penser de cette manière. Vous avez pris l'habitude de vous prendre dans vos émotions de cette façon. Mais ce sont des habitudes. Et plus, c'est pour ça que plus vous êtes en colère, plus vous créez de la colère. Et plus vous creusez ce sillon. Et donc plus vous vous entretenez dans la colère. Donc, en fait, la méditation va vous aider à abandonner ce que vous ne voulez plus et à faire exister ce que vous voulez. Et là, ça vous donne une liberté extraordinaire. Parce que vous pouvez décider de ne plus suivre vos pensées. Mais encore une fois, je le répète, ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens qui vous font croire que, voilà, en quelques minutes, vous savez, vous avez la méditation minute maintenant, ça devient n'importe quoi. C'est 3 minutes, vous avez à peine le temps de vous asseoir, ça y est, vous avez fait une méditation. Pas exagéré. Mathieu Ricard disait, faut quand même au moins 20 minutes de pratique, un quart d'heure, 20 minutes par jour minimum, parce que sinon, c'est pas sérieux. Donc, les méditations minutes, c'est une grosse farce. Vous n'avez pas le temps d'intégrer. Donc, vous pratiquez, et ça va vous aider justement à ne plus suivre vos pensées et vos émotions. Et petit à petit, eh bien, c'est un peu comme une conversation que vous n'alimentez plus, eh bien, elle s'éteint. Eh bien, petit à petit, toutes ces émotions s'apaisent, se pacifient, et vous gagnez en tranquillité, et vous faites exister davantage que vous voulez dans votre esprit, la joie, l'amour, la bienveillance, etc., qui participent très largement à votre bonheur. Voilà, merci d'avoir posé la question. Alors, pardon. Allez, une petite dernière ? Ou encore une ou deux ? Oui. Y a-t-il des contre-indications à la pratique de la méditation, notamment en cas de maladie mentale ? Alors, au jour d'aujourd'hui, et j'ai entendu même des scientifiques dire « Faites attention, la méditation aggrave les angoisses, aggrave la dépression ». Mais c'est faux, et c'est faux, et c'est archi faux. Il n'y a aucune donnée scientifique qui le prouve aujourd'hui. Et je dirais, là aussi, je suis témoin, il n'y avait pas plus angoissé que moi. J'étais un enfant, j'étais un jeune angoissé. Je m'angoissais pour tout. Et c'est fini, c'est terminé. En fait, pourquoi ? Parce que dès que vous êtes en accord avec vous-même, eh bien, ça apaise. Alors, il y a des pratiques annexes qu'on prend pour de la méditation, comme les montées de Kundalini, les modifications respiratoires, etc. Jamais ça. Tous les états provoqués, il faut les bannir. Dès que vous provoquez un état, c'est pas bon. Ça doit être amené naturellement. Et là, il n'y a aucun danger. Ça fait 35 ans que j'enseigne. Je n'ai jamais vu une personne se faire du tort avec. Même des personnes. Dans le pire des cas, il ne se passe rien. Mais dans le meilleur des cas, ça progresse. Mais une personne qui souffre comme ça, eh bien, elle va avancer tout doucement, va vraiment avancer. On a d'ailleurs une chercheure, vous l'avez sur notre site, Gwenaëlle Fillon, qui est neurobiologiste, qui s'est spécialisée dans les neurosciences. Elle a étudié justement le traitement de la schizophrénie par la méditation. Le traitement aussi de la dépression. Donc, elle a fait un travail extraordinaire. Et elle est venue dans nos stages, en plus. Elle est venue dans nos stages et elle parle de la démarche. Donc c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Si vous l'appliquez telle qu'elle est proposée ici, alors je ne sais pas ce que font les autres auteurs, je ne peux pas m'amuser à examiner toutes les méthodes qui existent, mais telle qu'elle est proposée là dans notre démarche, il n'y a strictement aucun danger. Moi, j'ai jamais vu, en 35 ans d'activité, j'ai jamais vu quelqu'un se faire du tort avec. C'est impossible. Jocelyne, comment concrètement faire taire le mental qui ne cesse de sauter d'une pensée à une autre, ce qui ne me permet pas de méditer ? C'est la pratique.
La pratique. Tout est dans la démarche. Vous trouverez tout dans la démarche. Vraiment, tout est détaillé. En fait, j'ai réalisé ce cours d'ailleurs. Au début, on enseignait le cours. J'avais enregistré les cours quand j'étais en cabinet. On les transmettait directement sur Internet. Et je les ai refondus, c'est tout récent d'ailleurs, je les ai complètement refondus parce que j'ai tenu compte vraiment de toutes les questions que les gens pouvaient se poser, de toutes les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, de tous les obstacles qu'ils pouvaient rencontrer. Et j'expliquais en détail comment les contourner, comment s'en défaire, comment asseoir davantage dans la pratique, de faire la part des choses aussi, parce qu'il y a tellement de choses. On vous dit il faut pratiquer assis, le dos droit, les yeux ouverts, d'autres vous disent que c'est qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. À la fin, on s'y retrouve plus parce que moi j'ai étudié de nombreuses traditions et c'est vrai qu'à la fin, moi j'étais dans la confusion. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'en fait, elles ont tous l'air de dire juste, mais il n'y en a pas une qui propose la même chose. Donc à la fin, on commence un petit peu à s'y perdre. Dans le bouddhisme, par exemple, vous avez, je ne sais plus combien de termes pour parler de la nature de l'esprit. Pourtant, il n'y en a pas 50 de nature de l'esprit. Donc, à un moment, on finit par un petit peu s'y perdre, donc faire la part des choses. Et j'ai eu la chance de fréquenter mon ami et mentor Gérard Durus, qui est décédé aujourd'hui, qui a une formation scientifique, qui avait une formation scientifique au départ, qui a étudié, qui est allé en Inde, et avec sa rigueur aussi. J'ai adoré travailler avec lui, parce que c'est quelqu'un qui avait compris les fondements de la pratique, mais qui avait expliqué que les Indiens, les bouddhistes, les Tibétains pratiquent la méditation depuis des millénaires. Donc il y a des choses qui sont intégrées qui n'ont plus besoin d'intégrer. Et nous, on vient là avec nos carences. On ne connaît rien à la méditation. Il y a des gens qui se présentent comme des experts. Et on ne peut pas appliquer ça comme ça. Donc il fallait traduire. On a travaillé énormément. Gérard Durus, dès les années 60, il a commencé à faire ce travail de traduction pour faire en sorte que la méditation soit accessible à l'occidental. Parce qu'on n'a pas le même mode de pensée, on n'a pas la même façon de fonctionner. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut aborder. Donc voilà, moi j'ai commencé à pratiquer avec les bouddhistes, et puis bon, on se voit pas tous avec des soutanes en train de vénérer des déités, etc. Alors que là, c'est complètement exempt de tout ça. Il y a zéro rituel, il n'y a rien du tout. C'est complètement épuré. Mais par contre, vous avez les fondamentaux sont tous là. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Alors, si vous restez jusqu'au bout, moi, je voudrais que vous l'essayiez avant. J'aimerais que vous essayiez cette démarche avant. Donc, tout de suite après, quand on aura fini la conférence, on va vous donner un lien, vous pourrez y accéder, et vous allez pouvoir tester la démarche. Vous avez plus de 2 heures d'enregistrement, dont il y a un exercice dedans. C'est un exercice d'initiation. Alors, si vous avez déjà fait de la méditation, peut-être que vous allez le trouver léger. Mais écoutez, parce qu'il y a une façon particulière, parce que je mets l'accent sur la bienveillance dans la pratique, c'est très important. Et vous avez tous ces enregistrements qui vont vraiment vous aider, vous accompagner. Vous allez voir l'esprit de la démarche tout de suite. On vous a laissé aussi 2 enregistrements. Alors ça, c'est la partie du premier niveau. Vous avez le premier exercice, la première leçon du premier niveau. Donc la préparation des cours, le premier exercice du premier niveau des cours. Vous avez 2 présentations du niveau 2 sur, justement, je vous ai parlé de la culpabilité, donc ça va être traité, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Vous avez ensuite un autre audio qui parle de la confiance en soi, parce que, comme je vous en parlais, c'est la clé de la réussite d'une vie. Donc tout est détaillé, vous allez voir, c'est très riche. Les exercices ne sont pas accessibles pour le niveau 2, parce que ça, c'est la formule. Si vous décidez d'acquérir la formule complète, vous y aurez droit. Et ensuite, il y a un exercice, justement, sur l'amour. Pas un exercice, pardon. Une présentation sur l'amour, vous allez voir, du niveau 3. Donc ça vous permet de vous faire vraiment une idée et de vous décider si vous avez envie d'entreprendre la démarche. Maintenant, je vais vous dire comment ça va se passer, le tarif, etc., tout ce que vous allez trouver dans la méthode. D'abord, très important, je vous ai dit depuis le début, ça se pratique dans le plaisir. Je dirais même, je m'adresse qu'à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Parce que je propose pas de trucs. Des gens qui veulent juste butiner comme ça, faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis bricoler. Là, on vous propose vraiment quelque chose de très construit, et vous avez vraiment
quand on parle de clés, 31 clés, c'est vraiment 31 clés. Et qui vont vous servir toute votre vie. Vous serez autonome. Après, vous saurez quoi faire en fonction des situations, de comment l'attitude à avoir, etc. Ça va vous servir, mais toute votre vie. Et l'autre aspect qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez acquis la démarche, elle sera, vous aurez accès toute la vie. C'est-à-dire, vous ne repérez plus. C'est pas comme si vous allez voir, je sais pas, un coach, vous faites 10 séances avec, et si vous voulez en refaire, vous êtes obligé de repayer. Ben là, non. Vous y avez accès. Et vous allez être soutenu. Je vais vous détailler tout ça. Comment ça se passe? Imaginons, ça vous intéresse, vous souscrivez au cours dès ce soir, et bien vous commencez dès ce soir. Et vous allez recevoir pour chaque leçon, vous allez recevoir une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez l'exercice qui vous est proposé. Donc c'est très bien fait, vous allez voir, c'est très ludique, c'est très agréable à faire. Vous avez une présentation, sauf pour le premier exercice, puisqu'il y a toute une préparation que vous allez entendre d'ailleurs. Vous avez une présentation audio, une présentation écrite et un exercice audio. Vous faites donc la pratique, et la semaine suivante, on passe à l'exercice suivant. Et étape par étape. Les fichiers ne se débloquent qu'au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas écouter le fichier suivant, tant que vous n'avez pas écouté le premier. Ça, c'est voulu, c'est pour des raisons pédagogiques, pour que vous n'alliez pas butiner et que vous soyez... Vous verrez, c'est un suivi, mais c'est très... c'est réglé comme une horloge. Vous allez voir, c'est excellent. Et vous avancez comme ça, pas à pas. Vous êtes accompagné. Loïc, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra, Nathalie, qui est là à côté de moi, et moi-même, Fabienne aussi, qui s'occupe de vos commandes. On va être là pour vous accompagner au fur et à mesure. Donc là, vous avez toute une équipe pour vous accompagner. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas là en train de vous vendre des audios, vous allez vous débrouiller. Vous avez un véritable accompagnement. Mieux que ça, vous allez avoir accès à un groupe de soutien sur Facebook. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu fâchés sur Facebook. Arrangez-vous avec ça, parce que c'est dommage quand même de passer à côté. Vous créez un compte anonyme, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur votre page Facebook. Comment dire, ce groupe, c'est un groupe privé. Donc personne ne voit, à part ceux qui sont sur le groupe. Il y a une communauté de plus de 4000, je crois, on doit friser les 5000. 4500. 4500 à peu près. Les anciens viennent soutenir les nouveaux, et Nathalie intervient, moi j'interviens régulièrement par vidéo interposée. Donc on est là, on est tout le temps là avec vous. Mais vous verrez, la méthode est tellement développée, tellement complète, que ça répondra vraiment à toutes vos questions. Mais il faut simplement mettre en application. Ça, c'est le deuxième aspect. L'autre aspect, c'est comment vous allez accéder à vos cours. Vous avez deux solutions possibles. Soit vous accédez directement sur votre espace client, vous allez voir, c'est très bien fait. Et là, vous avez une page où vous voyez tout pour découvrir vos cours, et qui est en fait la copie conforme de ce que vous allez découvrir maintenant, l'application. Dans l'application, on vous disait 60% de notre activité est gratuite. Et quand vous serez sur l'application, non seulement vous aurez vos cours, vous regardez sur la troisième colonne, là vous avez vos cours, donc vous pouvez les consulter, mais vous aurez des gratuits, vous aurez les méditations collectives, si vous voulez y aller, c'est pas obligé, vous avez le mot du jour, vous avez les balades de Bruno, vous avez les actus, alors pour l'instant ça s'appelle les actus de Planète Altruiste, mais ça va changer, ça va s'appeler les actus tout court, vous avez des tirages de jeux, enfin bref, c'est très riche, c'est très complet, donc vous avez plein de choses en complément de la démarche pour vous soutenir, donc vous n'êtes jamais seul. Cette application est gratuite. Vous ne la payez pas. C'est nous qui l'avons payée. Vous ne la payez pas. Donc, c'est pour vous aider, c'est pour vous soutenir. Voilà. Alors, vous vous dites combien ça coûte. Si vous êtes allé voir un coach, un sophrologue, vous savez qu'une telle démarche coûte en général entre 40 et 150 € la séance. Parfois, c'est même plus cher encore. Donc imaginez, moi quand j'étais en cabinet, j'essayais de tirer les prix vers le bas, parce que bon, on a quand même un loyer à payer, etc. Je demandais seulement 30 €, parce que je voulais vraiment que tout le monde puisse accéder à cette démarche. Et donc je faisais en sorte que voilà, les gens puissent avoir ça pour 30 €. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Et c'est là où j'ai trouvé l'avantage. C'est pour ça que je me suis mis sur Internet, parce que mon objectif, c'était de rendre accessible cette démarche au plus grand nombre, pour que tout le monde puisse accéder à cette démarche. Eh bien, si vous prenez un cours d'anglais, c'est 40 €. Là, vous allez voir, Loïc va faire apparaître la petite fiche. C'est 11,30 € la leçon. C'est le prix que vous allez payer. Donc, vous voyez, pour 31 clés,
pour chaque leçon. Pour chaque leçon, vous payez 11,30 €. Donc, c'est rien du tout. Et on vous fait cette offre pendant 24 heures. Dans chaque leçon, il y a un audio. Et dans chaque leçon, vous avez ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, c'est très complet. Donc, pendant 24 heures, vous les avez à 11,29 €. Mais on va faire même mieux que ça. On a souvent des gens qui sont très spontanés, qui nous font tout de suite confiance. Et ceux-là, on a envie de les remercier parce que je trouve que c'est un gage de confiance. Et bien, regardez dans la partie droite, vous avez des bonus. Vous avez 5 jours de stage en vidéo. Ce sont des enseignements très riches. Vous aurez l'impression d'être en stage. Vous allez voir, c'est super. Ça a été filmé directement sur place. Vous avez des enseignements, mais vous avez aussi des pratiques qui sont données dedans. C'est une réalisation de professionnel. Voilà, et réalisé par un professionnel. Loïc d'ailleurs. Et normalement, ça vaut 150 €. On vous l'offre. Vous avez un atelier vidéo sur la confiance en soi qui vaut près de 100 €. Là aussi, on vous l'offre. Vous avez 9 vidéos sur la confiance en soi. C'est vraiment très très riche. Et vous avez ce qu'on appelle le CD du mois. C'est-à-dire tous les mois, vous allez recevoir un audio. C'est un extrait de stage, d'atelier, de séminaire. Et vous recevez ça tous les mois. Et ça, c'est pour vous accompagner, pour vous aider. C'est des super compléments à vos cours. Donc, c'est dommage de vous en priver. Mais si vous commandez avant demain midi, avant de le laisser jusqu'à minuit, mais le temps que les gens les écoutent, on s'est dit ça fait un peu short. Donc si vous commandez avant demain midi, on vous offre tous ces bonus en plus. Ça, c'est vraiment pour vous remercier parce que vraiment, on est chaque fois touché de voir comment les gens nous font confiance spontanément et ben, on a envie de vous remercier. Donc, on vous fait ça. Mais par contre, la réduction, elle court pendant 24 heures, donc jusqu'à demain soir. Vous avez à 11,29 € la leçon. Voilà, donc 31 leçons. Voilà, je crois que je ne peux pas vous en dire plus. Alors, sachez que cette démarche, aujourd'hui, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui l'ont suivi. Donc, elle n'est pas née d'aujourd'hui. Vous voyez, ça, une démarche, on a régulièrement des médecins, des scientifiques, des infirmières. On a même un psychiatre qui est devenu d'ailleurs un ami qui a soutenu la démarche, qui en a reconnu la valeur. Et là, on va vous laisser avec le témoignage d'une chef d'entreprise qui pratique cette démarche depuis 20 ans. Elle va vous en parler. Vous allez voir, c'est édifiant. Elle est venue en stage. Elle a tenu absolument à témoigner pour vous, en fait, pour que vous soyez peut-être rassurés, mais en tout cas pour vous témoigner de la valeur. Donc, on va vous laisser avec ça. Et Loïc a dû vous mettre le lien. Vous pouvez donc vous taper, si vous ne trouvez pas, vous tapez coursbruno.fr, coursbruno.fr. C'est très simple. Et vous allez sur cette page. Vous allez avoir un descriptif de la démarche. On vous explique ce que c'est. Vous avez même d'autres témoignages vidéo. Et vous avez un macaron, vous verrez, vous pouvez tester la démarche. Donc vous la testez, ça va se déclencher, ça va commencer. Et après, ben, vous avez, je crois qu'il y a un compte à rebours qui vous indique le temps que vous pouvez la tester. Voilà. Donc, si vous commandez avant demain soir, alors pourquoi il y a des personnes qui... Oui, avant demain soir minuit, vous avez la réduction. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui nous demandent. C'est très simple, parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Parce que nous, il faut quand même qu'on assure le suivi, qu'on puisse répondre à vos mails. Vous êtes très très nombreux, donc il faut quand même qu'on puisse pouvoir répondre. Donc avoir trop de monde, nous, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là, c'est juste... La vente de ces cours soutient notre activité, nos activités. Et vous, bah, ça vous aide. Donc c'est pour ça, une fois, une personne m'a dit « Mais pourquoi vous nous faites payer ?» Parce que c'est pour vous aider, et puis nous, ça nous aide aussi, ça aide notre activité. Il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel, on n'a jamais fait ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre kiff, comme disent les jeunes. Donc voilà. À vous de jouer, on vous laisse avec Lynn, vous allez voir, elle est charmante, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire, de très généreux. On a eu un plaisir fou de la rencontrer, je ne sais plus c'était quel stage, et on vous laisse avec, et après, c'est à vous de décider si vous voulez pratiquer avec nous. On sera enchantés parce que voilà, vous ferez grandir la communauté. On vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Bonne soirée. J'aime la vie. Bruno m'a permis d'aimer la vie et de la vivre et de la jouer. C'est même pas du bonheur, il n'y a même pas de mots pour ça. Son approche du bonheur, elle est, je trouve, assez simple pour tout le monde. Pour avoir été voir plein de courants et plein de religions, c'est sa méthode qui marche,
qui fonctionne et qui est géniale. Elle est géantissime. La méthode de Bruno m'a tout apporté. Elle m'a fait rencontrer la vie. Il y a énormément de clés. La première clé, je dirais, l'amour, dans le donner et le recevoir. Si on ne sait pas recevoir l'amour, on ne saura pas en donner. Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Donc l'amour dans toutes ses formes, à tout le monde. Et ça fait énormément de bien. La deuxième clé, je dirais que c'est la discipline. J'ai appris ça avec Bruno. Si on n'est pas discipliné, ça ne marche pas la méthode. La méthode, c'est au départ le matin, 10-15 minutes. Après, on prend l'habitude, on ne peut plus s'en passer. Mais après, c'est tous les jours. Je suis tout le temps là, présent. Et ça, c'est grâce à lui. Mais ça, c'est la discipline. Il faut pratiquer. La troisième chose que je dirais, c'est l'impermanence. Des fois, avec la méthode de Bruno, on avance. Mais on avance beaucoup. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à chaque fois qu'il y avait un petit truc dans ma vie, paf! Et je me disais, mais oui, la méthode, c'est génial. Mais il faut vraiment que je l'applique au quotidien. Autrement, ça sert à rien. Et des fois, on est super heureux, mais c'est impermanent. Et hop, ça nous rappelle que, ah bah oui, là, j'ai pas été vigilante, alors il faut que je m'y remette. Mais c'est au quotidien. La méthode de Bruno, c'est au quotidien. Après, elle fait partie de notre vie. On peut plus s'en passer. Il a tout. Cet homme, il a tout. Il a la présence. Sa présence véhicule l'amour, la joie, mais aussi la fermeté, la discipline. Découvrez Bruno, ça va changer votre vie.